Nous nous sommes inscrits dans une ligne très claire et très ferme et une vocation irrévocable qui est une ligne panafricaine. Alors que même des pays comme Madagascar, qui étaient comme nous des colonies françaises avec le franc CFA, ont créé leur Arial, la Mauritanie, non seulement elle a créé le Gouya, mais elle a quitté la CEDEAO pour faire semblant de se rallier à l'Union du Maghreb arabe qui n'a d'existence que sur le papier, qui est une fiction. Tout est question de volonté politique et de détermination à défendre nos propres intérêts. Justement, ce discours anticolonial-là, évidemment, on le connaît, c'est propre au parti PASTEF, mais aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Ce qu'on voit, c'est ce que vous dénoncez là est toujours là. Il y aura des lignes à ne pas franchir. Lesquelles? Je veux dire, il y a par exemple ce cordon ombilical avec la France qui va rester, même si on va ajuster. Vous croyez? M. Bassirou Diomaye Faye souhaiter la bienvenue et au nom de tout le gouvernement, évidemment, souhaiter la bienvenue à son Excellence, M. le vice-président de la République sœur de Gambie, M. Mohamed Diallo, qui nous a fait l'honneur de conduire une forte délégation composée de plusieurs ministres et de plusieurs chefs d'administration pour une visite de travail, laquelle visite nous a permis de passer en revue des problématiques extrêmement importantes. Ces visites sont importantes pour nous parce que nous nous sommes inscrits dans une ligne très claire et très ferme et une vocation irrévocable qui est une ligne panafricaine. C'est extrêmement important pour nous. Et c'est pourquoi, depuis l'avènement de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, son discours et son programme diplomatique a été très clair. Et ça se reflète d'ailleurs par l'appellation du ministère en charge des questions diplomatiques, qui est devenu le ministère de l'intégration africaine d'abord et des affaires étrangères après. Et c'est pourquoi notre logique, c'est de travailler au rapprochement entre tous les peuples africains et particulièrement les peuples voisins, les pays voisins. Et c'est pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye, dans son discours et dans les actes qu'il pose, œuvre inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qui est la CEDEAO. Nous ne pouvons pas encourager une énième scission, alors que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. Nous devons aujourd'hui dépasser certains clivages où, pour des raisons qui, certes, peuvent être valables quelquefois, nous nous retrouvons chaque fois à devoir reprendre à zéro. Et il est évident que nos nations prises isolément ont très peu de chances de pouvoir réussir le grand bond en avant que les peuples attendent depuis très longtemps. Il nous faut aujourd'hui faire preuve de dépassement, qu'il s'agisse des relations bilatérales entre le Sénégal et la Gambie, par exemple, ou des relations multilatérales dans les cadres communautaires. Il nous faut faire preuve de dépassement pour éviter souvent toutes les considérations qui peuvent aboutir à des situations que nous ne souhaitons pas. Et c'est pourquoi nous considérons que dans cette œuvre de rassemblement, de rapprochement entre tous les peuples africains et particulièrement les peuples avec lesquels nous partageons cette communauté ouest-africaine, les relations privilégiées particulières avec la Gambie, qui est notre voisin le plus proche pour N raisons. Je ne parlerai pas des considérations culturelles. Nous nous sommes exprimés tous deux en langue wolof, Monsieur le vice-président et moi-même, lors de notre première allocution. Et ni le peuple gambien ni le peuple sénégalais ne peut revendiquer l'exclusivité ou un patrimoine sur cette langue que nous partageons en commun. Et toutes les autres langues que nous partageons en commun, le manding, le diola, le pulaar, ainsi de suite. Je ne parlerai même pas de ces considérations
je passerai les considérations géographiques, mais l'histoire, depuis quasiment l'aube des temps, a fait que nous sommes un et un seul peuple. Le projet politique que vous avez porté, c'est du souverainisme, c'est une économie endogène, pour reprendre les termes des autorités. Mais comme nous le savons aussi, il y a ce qui dépend de nous, il y a ce qui dépend de ce qu'on peut faire ici, et il y a ce qui dépend... des maîtres du monde. Voilà. Justement, voilà pourquoi, en définissant un projet micronational à l'échelle du Sénégal, on l'insère d'emblée dans sa dimension continentale. Vous ne pouvez pas, je ne dis même pas reconstruire, mais libérer le Sénégal sans libérer l'Afrique de l'Ouest. Et vous ne pouvez pas reconstruire l'Afrique de l'Ouest sans reconstruire l'Afrique du Nord, l'Afrique du Centre, l'Afrique australe. Notre projet est un projet continental. L'Afrique est condamnée à s'unir ou à périr. Ce sont les libérateurs des indépendances qui l'ont dit. Mais l'expérience historique a montré qu'ils ont échoué dans le projet d'unification politique du continent, d'où l'état d'anomie dans lequel se trouve notre continent un demi-siècle plus tard, 60 ans plus tard, d'où aussi l'urgente nécessité de tirer les leçons des expériences négatives pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché et comment y remédier. La caractéristique des Occidentaux quand ils occupent notre continent par puissance coloniale, c'est de regrouper leurs possessions. La France, par exemple, pour parler de nous, elle a fait l'AOF et l'AEF. Et Madagascar à part, même si elle a conquis Madagascar avec les tirailleurs sénégalais. Mais au moment des indépendances, quand ils sont contraints de nous accorder une indépendance de façade, ils fragmentent l'AOF et l'AEF en une seizaine d'États non viables. Et après, on traite avec des micro-États, de préférence en installant des potentats france-africains à la tête de ces ex-colonies. Mais si nous faisons le bilan, si nous faisons l'inventaire de la période écoulée, du demi-siècle écoulé, on se rend bien compte qu'on tourne en rond et qu'on régresse finalement. Donc, ça veut dire que la réunification politique de l'Afrique est une condition sine qua non de notre libération réelle, de notre libération effective. C'est-à-dire simplement d'être maître chez nous. Et qu'aucune puissance, aucun monstre extérieur ne puisse venir nous imposer sa volonté, que ce soit par les armes ou par la dette. Vous avez vu comment De Gaulle a annexé l'octroi de l'indépendance au paiement de la dette. C'est vrai, on doit dépendre de nous, mais aussi il y a les règles, comme je le disais tout à l'heure, que nous impose. Je veux dire en définitive que la marge de manœuvre que nous avons, c'est pas facile. Alors, on ne l'a pas toujours. Justement, notre pouvoir de négociation consiste à élargir nos degrés de liberté. Et il y a, de ce point de vue-là, des secteurs stratégiques à la limite non négociables. Je prends un exemple. Un État, c'est une puissance publique reposant sur une constitution, des lois et règlements, et une force armée capable de faire respecter cela. Comment se fait-il que 60 ans après l'indépendance, des armées des anciens colonialistes, esclavagistes, ségrégationnistes, racistes, soient encore présents sur notre territoire? Nous devons sortir les armées non africaines du continent africain. Et s'il y a des problèmes de sécurité sur le continent, les Africains sont assez grands pour les résoudre, puisque chacune des guerres mondiales du siècle dernier auxquelles ils ont été confrontés, ils ont fait venir des centaines, des milliers, sinon des millions d'Africains pour mener ces guerres-là, qui étaient des guerres intra-européennes. Laissons la question de la sécurité militaire et physique. Mais prenez l'économie.
la clé de l'économie, le nerf de la guerre économique, c'est la monnaie. Comment se fait-il que 70 ans après l'indépendance, nous ayons encore des colonies françaises d'Afrique qui circulent et dont on nous fait croire que dès que nous nous en séparerons, nous allons régresser. Alors que même des pays comme Madagascar, qui étaient comme nous des colonies françaises avec le franc CFA, ont créé leur arial. La Mauritanie, non seulement elle a créé le Gouya, mais elle a quitté la CEDEAO pour faire semblant de se rallier à l'Union du Maghreb arabe qui n'a d'existence que sur le papier, qui est une fiction. Tout est question de volonté politique et de détermination à défendre nos propres intérêts. Justement, ce discours anticolonial-là, évidemment, on le connaît, c'est propre au parti PASTEF, mais aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Ce qu'on voit, c'est ce que vous dénoncez là est toujours là. Aujourd'hui, la prudence est de mise et que le lien n'est pas rompu entre le Sénégal et la France. De même, l'ancrage du Sénégal est toujours réel dans la CEDEAO. Que faut-il en tirer maintenant comme conséquence? Alors, je pense qu'il est prématuré pour faire un bilan après 100 jours. Nous avons plus de 1500 jours devant nous. Et c'est au terme de notre mandat, si nous en demandons le renouvellement à nos concitoyens, que ce sera l'heure de dire « qu'avez-vous fait ?» On ne parle pas de ce que vous avez annoncé. Quels sont les résultats? Quel est votre bilan? Je pense que d'ici là, il y aura eu suffisamment d'indices et de faits palpables pour que le contrat de confiance qui nous lie à nos concitoyens soit renouvelé, mais ne préjugeons pas de l'avenir. Dans l'immédiat, je crois, et c'est la position du parti, quoique vous savez, notre parti a été victime d'agressions multiples. Il semble que c'est seulement dans quelques jours que nous allons retrouver un siège pour pouvoir recommencer à nous y réunir. Nous avons 10 ans d'existence. Nous n'avons toujours pas tenu de congrès. Il faudra bien que le parti se réunisse en congrès pour ajuster son programme au fait que c'est désormais un parti de gouvernement et non un parti d'opposition. Mais l'un dans l'autre, nous allons montrer de quoi nous sommes capables. Oui, mais justement, ce statut-là de parti de gouvernement qui remplace le statut de parti d'opposition change forcément les donnes et va changer le discours, non? Ben oui, parce que nous sommes aux commandes et que c'est nous qui décidons. Oui. Et ils vont s'en rendre compte, aussi bien nos concitoyens que nos partenaires, qui se disent au développement. Et croyez-moi, je vous donne un exemple. Dans mon domaine de compétences, les questions mémorielles, il y a un contentieux qui nous oppose à l'armée française, mais en fait donc à l'État français. Le pilier de l'État, c'est l'armée, qui, après nous avoir recrutés de force pour aller faire sa guerre à la Première comme à la Deuxième Guerre mondiale, mais en l'occurrence la Seconde Guerre mondiale contre les nazis, lorsque le nazisme a été défait et que les tirailleurs indigènes, on dit sénégalais, mais c'est un abus de langage, la majorité n'était pas sénégalais, rentrent chez eux, alors que leurs co-détenus dans les camps nazis à l'intérieur du territoire français occupé, qu'ils appelaient les Frontstalag, sont payés de leur indemnité de prison et de leur prime de démobilisation. Les Français de France, les Français blancs, sont payés à la sortie des camps. Les Sénégalais, les dits Sénégalais, les Africains noirs, on leur dit non, vous, comme vous rentrez en Afrique, au port d'embarquement, on vous payera. Arrivés à Morlaix, ils demandent à être payés, ils étaient environ 2000. On leur dit non, on vous payera à l'arrivée en Afrique. Ils disent, ah ben non, on nous a dit qu'on nous paierait ici. Ils disent non, non. Il y en a, sur les 2000, il y en a au moins 400 à 500 qui refusent d'embarquer. Oui. Échappant ainsi à la mort. Les autres embarquent. Arrivés à Dakar, on les met à Thiaroye. Et un beau jour, le commandement arrive et leur dit préparez vos bagages, les Soudanais, les Voltaïques, les Nigériens,
et vous allez rentrer dans vos pays respectifs. Ils disent, mais et nos indemnités, nos primes? Ils disent, vous serez payés dans vos villages. Ils disent, ah non, 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 ça suffit. Là, vous allez nous payer avant qu'on quitte Dakar. Sinon, on sait qu'on ne sera jamais payé. Le lendemain, on fait venir des automitrailleuses américaines, empruntées à l'armée américaine. On fait venir des tirailleurs sénégalais de Saint-Louis. Et à l'aube, on les canarde comme des poulets. Jamais ce crime de sang-froid, qui consiste à payer en monnaie de singe des combattants n'a été reconnu. Ils ont parlé de mutinerie. D'accord. Et qu'ils ont réprimé la mutinerie. Eh bien, avec l'évolution des rapports de force entre l'Afrique et la France, aujourd'hui, l'armée française, en particulier la caste des Saint-Syriens, parce que ce sont les chefs de l'armée française par tradition, sont obligés de reconnaître que c'est un massacre. Et donc, on va réouvrir l'enquête judiciaire, parce qu'il y a eu le procès, ils ont condamné les gars et tout. Ils ont dit 35 morts, 35 blessés, 35 condamnés. Eh bien, tout va être mis à plat. Nous demandons, et le premier à l'avoir fait, c'est le député Ousmane Sonko, quand il était un singleton au Parlement. Il avait demandé l'exhumation des fosses communes et surtout la mise à disposition des fameuses archives de Hollande qu'il avait données lors de sa visite. Jusqu'aujourd'hui, ces archives ne sont pas accessibles pour les chercheurs, encore moins pour les simples citoyens. Mais les Français eux-mêmes vont être obligés de nous donner non pas des copies numérisées, classées, triées et expurgées de ces archives, mais l'intégralité des documents papier. D'accord. On voit que vous tenez bien à ces questions mémorielles. Et non, mais c'est un exemple qui montre que, avec la révolution des rapports de force, les données changent. Lorsque les Malgaches ou les Mauritaniens décident de claquer la porte du franc CFA, les Français s'ajustent. Imaginez que ce soit l'ensemble des pays de la CEDEAO qui décident de quitter le franc CFA et de créer leur propre monnaie commune et souveraine. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire? Ils vont s'aligner. En tout cas, on ne l'a pas encore fait, nous, et on attend on va être contraint de le faire, parce que tant qu'on aura la monnaie française qui est fabriquée, la monnaie sénégalaise, africaine, qui est fabriquée en France sous le contrôle des Français, avec des fonctionnaires français qui siègent dans nos conseils d'administration, nous ne serons pas maîtres de notre économie. D'accord. Parce que c'est la monnaie qui est la clé de l'économie. On verra ce qui va se passer, mais on sait que sur ces questions-là, relatives au CFA, aux positions sur les bases françaises, etc., on sait que dans tous les cas de figure, il y aura des lignes à ne pas franchir. Lesquelles? Je veux dire, il y a par exemple ce cordon ombilical avec la France qui va rester, même si on va ajuster. Vous croyez? Et pourquoi on devrait avoir un cordon ombilical avec des esclavagistes, colonialistes, racistes? Je veux dire... Qu'est-ce qu'on attend pour rompre cela, alors? Qu'on ait autre chose que des Senghor ou des Abdou Diouf, des Ablaye Wade ou des Macky Sall à la tête de nos pays, et vous allez voir ce que font un Diomaye et un Sonko. Vous allez voir. Ils vont le faire? Les faits nous départageront. Je ne m'avance pas, je ne peux pas parler en leur nom et à leur place, mais ce qui est attendu d'eux, et pas seulement par les Sénégalais, mais par tout le continent africain qui a les yeux braqués sur Dakar, parce qu'ils se disent ceci: c'est la plus vieille colonie française d'Afrique. La Guinée, c'est 60 ans d'occupation coloniale. De la capture de Samori en 98 au nom de Sékou Touré en 58. Le Sénégal, c'est bientôt 4 siècles d'occupation coloniale. Donc quand il y a eu l'alternance ici, ils ont dit: ah, si c'est possible au Sénégal, c'est que c'est possible partout ailleurs en Afrique. Mais ils attendent la suite. Voyez? Et la suite, c'est quoi? C'est que la libération ne soit pas seulement en parole, mais qu'elle se traduise par des actes de souveraineté et qui montreront que quand on est maître chez soi, on prend des meilleures décisions que quand on prend des instructions. C'est une ancienne puissance envahissante, une ancienne puissance agressive, une ancienne puissance inhumaine. Ce qu'ils ont fait à Thiaroye, c'est de la barbarie à l'état pur. Pour ne pas payer leur dû à des hommes, on les massacre, on les taille en charpie. Mais la doctrine panafricaniste, j'en reviens, vous partagez ça avec d'autres dirigeants de pays qui sont aujourd'hui dans un autre cadre, qui n'est pas la CEDEAO. Je parle de l'AES. Aujourd'hui, ils sont partis. Le Sénégal est sollicité pour essayer de recoller les morceaux. Si je suis votre logique, votre discours,
vous ne serez pas pour cette médiation? Alors, en réalité, c'est important d'être précis dans la définition des concepts. Pour le panafricanisme authentique, l'Afrique est un tout. Ouais. C'est une totalité organique. Il n'y a pas d'Afrique française, d'Afrique anglaise, d'Afrique portugaise, etc. Ça n'existe pas. D'Afrique arabe. C'est du Caire au Cap et de Praia à Antananarivo. Mais il y a d'abord les organisations sous-régionales. Non, pas d'abord. Elles sont venues après. L'OUA a été créée avant ces organisations-là. Vous voyez, donc ça c'est important de le préciser. Je veux dire d'abord, dans le... je réponds à votre question. Vous voyez? Donc nous, quand nous disons l'unification politique de l'Afrique, nous parlons de l'Afrique comme totalité. Maintenant, on peut se faire par étapes. Et il vaut mieux commencer... Regardez, notre président, il a fait toutes ses premières visites officielles avec des pays de la sous-région. C'est ça. Alors que l'habitude, c'est que le premier voyage après nouvellement élu, vous allez à l'Élysée. Hein, et au Quai d'Orsay, on connaît. Alors, maintenant, dans le cadre de l'AES, pour répondre plus spécifiquement à votre question, sur la question monétaire, on nous a interrogés. La réponse du parti, et donc de l'État aujourd'hui, a été de dire, nous préférons une monnaie unique continentale, c'est évident, si c'est possible. Mais comme on n'a pas franchi le Rubicon de l'unification politique du continent, mais qu'on parle d'une unification politique à l'échelle ouest-africaine, ECOWAS, on est pour la création d'une monnaie commune ouest-africaine. Mais quand le projet d'ECO, sur le nom de ECOWAS, est torpillé par le binôme Macron-Ouattara sur une simple déclaration à Abidjan, et que par la suite, la seule et unique puissance dont le Parlement va valider ce prétendu CFA ECO, c'est la France. Aucun des pays africains n'a soumis à son Parlement l'adoption de l'ECO comme nouvelle devise des pays de la CEDEAO. Ça montre quoi? Que notre souveraineté est limitée, elle n'est pas réelle, elle est fictive, et que nous pouvons décider des choses pour nous-mêmes, qu'on considère utiles, sinon nécessaires, à notre reconstruction souveraine, et que un hurluberlu comme Macron débarque et vient décider que ce que nous sommes en train de construire, il se l'approprie, n'est-ce pas, et le fait valider par son Parlement avant les nôtres. C'est ubuesque. Les autres Africains et le reste du monde, ils rient sous cap quand ils voient des choses comme ça se produire au 3e millénaire dans l'ancien empire français d'Afrique. C'est des choses innommables, inqualifiables, mais qui, en France-Afrique, sont routinières. Donc, je termine sur ça. Si vous voyez que toute l'Afrique regarde le Sénégal, c'est parce qu'ils se disent que si jamais nous réussissons à rompre les amarres et à larguer la France métropolitaine avec sa négrophobie en marée montante, d'accord. Ça veut dire, si le Sénégal fait ça, ça veut dire que tout le monde peut le faire.